dimanche soir vous envahir. Restez avec nous le dimanche soir sur Europe 1. C'est du temps en plus pour vous, rien que pour vous. 2 heures volées à la nuit pour se parler, se confier en toute tranquillité et attaquer la semaine dans de bonnes dispositions. Ce soir au 39-21, vous serez accueillis par Paul et Jeanne avec la complicité de Romain Causeur qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je ne sais pas trop par quel bout commencer, comme souvent les... Oui, c'est le commencer qui est le plus difficile. Vous avez voilà. alors je peux pas tellement vous aider parce que j'ai pas grand-chose, si ce n'est que vous rencontrez des problèmes avec votre frère. Oui, enfin, c'est pas vraiment des problèmes relationnels qu'on a. Mais voilà, bon, pour vous dresser un tableau très rapide, moi je suis veuve depuis pratiquement 1 an. Et bon, mon frère est séparé de sa compagne et il a son fils qui a bientôt 11 ans. Pendant la moitié des congés scolaires. Le fils de sa compagne. Oui, et enfin voilà. Ou leur fils à tous les deux. Leur fils à tous les deux. Donc votre neveu. Voilà, tout à fait, mon neveu. Et mon frère est absolument incapable d'aller autre part en vacances que dans ma résidence secondaire lorsque j'y suis. Donc je trouve qu'il s'incruste un peu, quoi. Ça pourrait être relativement agréable si son fils n'était pas enfin, il a vraiment énormément de problèmes. Il est suivi par des psys, etc. Il prend des comprimés de Ritaline. Enfin, c'est un enfant qui est très difficile à gérer. Et donc moi, je dois supporter ça pratiquement à chacun de mes séjours. Dans le Midi, dans ma résidence secondaire, donc voilà. Et je trouve donc c'est convenu depuis longtemps entre vous qu'ils viennent vous rejoindre comme ça pendant les vacances Non, c'est pas vraiment convenu. Il me l'impose en fait. Mais depuis combien de temps ça Alors se passe disons comme ça? qu'avant, du temps où mon mari était encore vivant, mon mari arrivait à dire non. Et mon frère le craignait un petit peu, donc il s'imposait pas tout le temps. Mais maintenant, bon, que mon mari est mort, c'est à chaque congé, il trouve le moyen de venir, passer une semaine. Et c'est très, très, très anxiogène pour moi, parce que bon, le gamin est très difficile. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Donc il prend de la Ritaline, donc c'est un enfant hyper agité, qui a du mal à se concentrer. Il a mal supporté la séparation de ses parents, vraisemblablement. Oui. Et donc il souffre vraiment de troubles comportementaux. Je sais que bon, il a des problèmes à l'école aussi. Je veux dire, bon, j'ai rien inventé, quoi. Et donc je dois. Mais ça vous fatigue, ça vous angoisse. Vous dites anxiogène. Ah oui, c'est très anxiogène. Oui. Oui. Alors, je mets 1 semaine à m'en remettre quand ils partent. Ah bon? Ah oui. Ouais. Mais quand votre mari était auprès de vous, vous le viviez comme cela ou c'est depuis que vous êtes seule que c'est d'autant plus angoissant? C'était déjà angoissant avant, mais maintenant ça l'est encore plus. Et votre frère, comment réagit-il, lui, par rapport à son fils? Alors, à l'issue de son dernier séjour, là, il y a quelques semaines, au moment des vacances de la Toussaint, moi j'ai craqué 2 ou 3 jours après au téléphone. Je lui ai dit, écoute, je veux plus voir ton fils. Et bon, ça a été un choc pour lui. Oui. Disons. Ça se comprend. Oui. Dit comme ça, vous voyez, c'est même si c'est son fils et donc si vous lui dites comme ça lui fait mal à lui de dire que c'est comme s'il se sentait rejeté. Il voudrait mieux dire que vous êtes fatigué ou un peu angoissé. Enfin, vous voyez, partir de vous finalement parce que c'est compliqué en tant que parent quand c'est douloureux, on le sent comme une agression quand quelqu'un est d'aussi proche. En plus, vous êtes sa sœur, donc il y a un lien très affectif. Il a pu se sentir rejeté. Quand on rejette notre enfant, on se sent rejeté également. Bien sûr.
Bien sûr, donc voilà, donc je culpabilise un peu à cause de ça, et puis moi j'arrive pas à trouver une solution. Vous pouvez lui dire que vous êtes fatigué, et que c'est aussi justement parce que vous êtes fatigué que vous avez dit ça. Vous êtes, vous voyez, que vos paroles ont un peu dépassé votre pensée. Il sait bien que son enfant est compliqué du fait de ses troubles du comportement et que ça doit pas être simple non plus pour lui. Donc, non, certainement pas. Non, ça c'est très compliqué pour lui. Voilà, donc ça doit être. Alors peut-être que justement, il attend en venant chez vous. Je ne sais pas, comme s'il venait se réfugier un peu chez vous. Vous êtes très proche avec votre frère. Vous avez toujours été très proche. Oui, on a toujours été vraiment proches. Hein. Oui, Bon, et oui. J'ai 2 frères et j'ai la chance de vraiment très bien m'entendre avec eux. Hein. Oui. Oui, donc et d'ailleurs c'est pour ça aussi que vous pouvez vous dire les choses assez franchement, mais parce qu'il y a certainement cette grande proximité. Mais forcément, quand ça touche à nos enfants, c'est compliqué parce qu'on se sent agressé. Donc pour peu que lui, ça doit l'angoisser aussi quand même, les troubles du comportement de son fils. Et peut-être qu'auprès de vous, je vous dis, il vient chercher une présence rassurante lui-même. Il a besoin d'être auprès de vous, de retrouver un peu de chaleur, de réconfort. Mais bon, il se trouve que vous, en ce moment, vous n'êtes pas bien. Donc c'est ça qu'il faudrait lui dire. Oui. Enfin, parce que je trouve quand même un peu, je sais pas, un peu... il doit avoir d'autres solutions de congé quand même. Pourquoi est-ce que chaque congé doit systématiquement se passer chez moi alors que bon, lui, il travaille dans une grande entreprise. Je suis sûre qu'il peut avoir des locations dans des centres de vacances. Mais parce que c'est plus facile pour lui, je pense. C'est plus facile. Et puis peut-être aussi, je ne sais pas, quand vous êtes tous les deux, comment est-il Enfin, il y a son fils qui est là, mais... Alors, les très très rares fois où je vois mon frère seul, sans son fils, on arrive à bien communiquer. Lui, il est assez calme. Bon, mais dès qu'il y a son fils, le mélange est assez détonnant entre les deux et voilà quoi, c'est beaucoup de conflits pour des broutilles, comme on peut en avoir avec des enfants. Bon, il veut pas prendre sa douche, il veut pas se brosser les dents, quand on lui dit d'arrêter la console, c'est jamais le moment, bon, etc. Ce qui fait que oui, c'est pas, quand ils sont tous les deux, c'est pas une présence reposante. Voilà. Oui, je comprends. Mais parce que l'enfant lui-même doit être angoissé. Il est suivi, cet enfant, en dehors du traitement médical. Oui. Il est très suivi même. Oui. Et moi, je sais pas, j'arrive pas à trouver une solution. Mais depuis combien de temps vient-il chez vous? C'est ça, votre frère? Ça fait des années qu'il vient avant, vous aviez votre mari, donc à ce moment-là, quand votre mari était présent, ça faisait un peu comme il osait peut-être moins venir. Voilà, c'est ça, parce que vous étiez en couple. C'est depuis que votre mari... Depuis un an, oui. Tous ces congés... Ça devient systématique. Systématiquement passé... Et il n'a pas... vous n'avez plus vos parents, l'un et l'autre? Disons que j'ai perdu ma mère 2 jours avant mon mari, l'an dernier, en décembre. Il y a encore mon père, qui habite tout près de ma résidence secondaire dans le Midi. Mais lui, il a 81 ans, il a eu un AVC qui lui a laissé quelques séquelles. Donc lui, il peut pas prendre en charge... la présence de mon frère. Oui, donc quand il vient, il va voir votre père aussi. Oui. Mais ponctuellement, il ne vit pas... Très ponctuellement, très ponctuellement. Mais peut-être que si le petit garçon a des troubles aussi du comportement, tel que vous dites, il craint peut-être de l'amener dans d'autres structures. Il ne sait peut-être pas très bien comment le gérer, entre guillemets, alors qu'il se dit que là, dans la famille, c'est plus facile parce que la famille est plus compréhensive, plus tolérante. Que s'il allait dans des lieux de vacances, il craint peut-être un peu où il y a d'autres enfants, le contact avec les autres enfants, et qu'il soit renvoyé à la différence, ça peut jouer aussi. Je crois qu'effectivement il a déjà eu des réflexions, quelques problèmes avec quand il était justement allé dans une
Oui, des villages vacances ou des centres vacances. On doit lui faire des réflexions. Partout où il va, on doit lui renvoyer que son fils a un comportement différent des autres. Donc c'est lourd pour des parents. Il y a un côté à force là aussi pénible de devoir expliquer, ou on ne veut pas toujours expliquer parce que ce sont pas des personnes qui nous sont proches. Donc c'est alors il se dit que la famille c'est la position de repli où là il ne sera pas jugé. Peut-être, hein. Oui, mais justement, quelquefois, j'ai pas du tout envie d'être la solution à ces problèmes. Je comprends. Non, mais je comprends que votre problème à vous, c'est que il faudrait pas que ça soit systématique. Voilà. Donc, je crois, dans la mesure où vous êtes proche de votre frère. Est-ce que vous ne pourriez pas lui dire que actuellement vous n'êtes pas très bien, c'est une période compliquée, vous êtes quand même dans une période de deuil, et que c'est vrai que c'est quand vous êtes tous les deux, vous arrivez, vous pouvez vous parler, vous retrouver cette complicité. Mais là, avec l'enfant, c'est plus compliqué parce que c'est un petit garçon qui est lui-même assez agité, qui monopolise beaucoup l'attention. Donc, mais sans que ça soit vécu comme quelque chose de stigmatisant pour lui et pour son fils. Peut-être, du coup, dire que c'est parce que vous êtes fatigué. Voilà. Oui, un petit mensonge, quoi. Mais oui, mais il y a des pieux mensonges. Parce que c'est mieux que de lui renvoyer que son fils. Il le sait que son fils pose des problèmes. Oui, bien sûr qu'il le sait. Donc il doit se dire que même si dans la famille il est pas bien accepté, que du coup il se coupe de la famille à cause de ça, non. Alors que c'est pas de ça dont il s'agit. Lui, il est séparé de la mère de l'enfant, c'est ça ? Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui. Donc, voilà, en se disant aussi que ce petit garçon peut très bien aussi, entre le traitement qu'il prend, il a une psychothérapie, vous voyez, ça peut tout à fait évoluer aussi son comportement. Donc vous de votre côté, c'est une période un peu difficile aussi pour vous, et puis cet enfant peut tout à fait évoluer. Oui, disons que c'est l'espoir qu'on nourrit, et puis moi à chaque fois je suis déçue parce que au bout de 2 jours ça part en vrille, quoi, voilà. Donc, il se tient correctement pendant 2 jours, et puis après, il dit des méchancetés, il a des gestes très, très brutaux ou grossiers, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai pas la patience, quoi. Voilà. Vous avez des enfants, vous ? Oui, 3. D'accord. Enfin, qui sont grands. Qui sont grands, oui, d'accord. Oui. Qui sont adultes, hein, oui. Bon, et votre frère, lui, il va comment il vit ça Justement, c'est pour ça que je vous appelais, parce que je culpabilise un peu, parce que je sens bien que mon frère est fragile, hein, il est, je peux pas dire dépressif, grave, mais il traîne un fond de déprime, quoi. Hein. Depuis qu'il est séparé ? Oui, je dirais oui, à peu près depuis. Vous pourriez peut-être en parler un peu avec lui, de dire que vous le trouvez pas très bien, pas très assez triste, enfin qu'il est pas comme avant, que sans que ça paraisse comme un jugement de valeur, mais que vous le ressentez pas comme avant, qu'il est plus triste, puis ce qui peut se comprendre entre sa séparation, les difficultés qu'il rencontre avec son fils, et que lui aurait besoin peut-être de se faire aider aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de son fils, et c'est bien, mais que lui aurait peut-être besoin d'un soutien aussi. Justement, oui, tout tourne beaucoup trop autour de son fils, et plusieurs fois, on en parle assez ouvertement. On téléphone vraiment très très souvent pendant la semaine, hein, il en convient qu'il va pas très bien, mais moi je le trouve très passif devant. Oui, mais il est peut-être un peu dépassé, et puis il se sent peut-être un peu coupable, parce que si vous dites que votre petit neveu aussi a très mal vécu la séparation, et il se sent peut-être un peu coupable de tout ça, donc c'est compliqué. Oui, c'est très. Donc très il sait pas forcément comment réagir, alors que s'il se faisait aider, peut-être que ça pourrait aussi aider son fils. Oui.
l'aider déjà, lui, être mieux moralement, et puis ça pourrait peut-être aider aussi son fils. Parce que comment un peu le canaliser, comment s'il va pas bien et qu'il est débordé, il peut pas lui offrir un cadre sécurisant à cet enfant. Et c'est peut-être ce dont cet enfant a besoin aussi, d'un cadre sécurisant. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est vrai que si c'est pour que vous vous retrouviez dans la maison tous les trois, mais que vous ayez les nerfs à fleur de peau, c'est pas bon non plus. Parce que les enfants le sentent aussi, ça. Donc ils ont des antennes particulièrement sensibles pour ce genre de choses. Hein. Donc je crois que la proximité affective avec votre frère fait que je pense que vous pouvez lui dire les choses et même reprendre là par rapport à ce que vous avez dit, dire que vous n'avez pas voulu le blesser, que vous êtes désolé si vous l'avez blessé, mais c'est plutôt parce qu'actuellement vous êtes fatigué. Voilà. Et il comprendra, je pense, puisque lui-même va pas très bien, semble-t-il. Oui. Voilà, parce que ce serait dommage d'arriver à avoir des relations qui s'enveniment. Oui, ou des liens qui se distancent. Oui, parce que non, pas du tout. Et vous apprécierez d'autant plus de vous voir si c'est plus rare. Il ne faut pas que pour vous, ça devienne du systématique. Oui. Et puis moi, je me dis toujours, c'est pas moi qui serai la solution à tous leurs problèmes. Non, bien sûr, non. C'est pas moi qui peut, non, qui peut régler même ça, si pour le moment, il vient certainement. C'est la position de repli. Oui, certainement qu'il vient rechercher un foyer. Certainement. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à lui dire parce que vous sentez bien qu'il est pas bien. Mais en même temps, si ça doit vous rendre malade, enfin en tout cas anxieuse, il faut aussi que vous ménagez. Mais ça peut se dire. Oui. Tout est dans la façon de le dire, voilà. Oui. Très bien. Je vais tâcher. Oui, parlez plutôt de vous à ce moment-là. Dites comment vous sentez les choses. Oui. Très bien. Je vais tâcher de suivre vos conseils, Caroline. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Pour votre écoute. Mais c'est vrai que ça ouvre d'autres perspectives d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'est absolument pas impliqué dans... Oui. Donc, c'est le but. Hein, oui, c'est le but. Quelqu'un d'extérieur. Oui. Non, mais ça devrait s'arranger. Et puis je vous dis, cet enfant peut aussi évoluer, aller mieux. Et bon. J'espère. Mais si le fait que les parents soient soutenus aussi, ça peut ça peut être un soutien d'autant plus considérable pour l'enfant. Oui. Oui, je pense que de toute façon tout est fait pour que vraiment tout est mis en œuvre correctement. Pour lui, voilà. Donc c'est ce que vous pouvez dire à votre frère, qu'il ait confiance, que tout est mis en œuvre, qu'ils ont bien tout mis en place pour que cet enfant soit soutenu, et que maintenant il serait important qu'il s'occupe de lui. Parce que si lui aussi est pas bien ou a moins d'énergie ou comme vous semblez le trouver, il a du mal à offrir un cadre un peu sécurisant à l'enfant protecteur. Et un enfant comme ça qui est peut-être agité parce qu'anxieux, enfin je ne sais pas de quoi souffre cet enfant, c'est important qu'il ait un cadre qui le structure. Mais on peut donner ce cadre si on est bien soi-même, hein. Sinon. Sinon c'est on n'y arrive pas. Possible. On n'y arrive pas. On a tendance à transmettre. Son mal-être, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Bon, donc non, mais vous allez pouvoir en parler, hein. Oui. Oui. Il y a je sais pas, vous me donnez un petit peu d'optimisme. Oui, bien sûr, vous pouvez lui dire. D'autant plus que vous êtes proches, donc bon. Oui. Ça, heureusement. Bon, bon courage alors, Anne. Je vous remercie, Caroline. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir sélectionné mon appel. Je vous en prie. Je vous écoute quasiment tous les jours, mais en podcast. D'accord. Vous écoutez la journée plutôt ? Non, j'écoute le soir, mais moins tard. Ah oui, d'accord. Ça vous permet de vous coucher plus tôt. Voilà. Vous avez raison. Par contre, je loupe la musique. Du coup, c'est peut-être un peu dommage parce que des fois, je crois qu'il y a des jolies chansons. Ah oui, il y a de belles chansons. Oui. Ah là, comme ça, vous avez pu l'entendre en attendant. Hein ? Alors, vous voulez me parler d'une amie qui ramasse tout ce qu'elle trouve, qui a du mal à jeter ? En fait, oui, elle a du mal à jeter, c'est vrai. Mais, c'est un sujet que vous avez vaguement abordé,
très brièvement, il y a quelques semaines. Oui. C'est une dame, en fait, qui a un joli appartement grand Oui. et qui a une petite maison de campagne qu'elle aime beaucoup. Et alors, c'est venu au fil des ans. Ça a commencé comme quelque chose de léger. C'est une femme qui a de bons... comment dirais-je, qui a une bonne culture écologique, enfin, qui pense à la planète, etc. Et qui est en plus, qui a été élevée à la campagne. Et Oui. son idée, c'est on ne jette rien. Et partant de là, maintenant... vous savez, dans nos villes, maintenant, on dépose des objets sur le trottoir. Oui, qu'ils les aillent à la encombrants. benne, voilà. Oui, oui. Elle ramasse tout, Ah oui. elle met tout chez elle, et il n'y a, dit-elle, rien acheté. Elle a emmené récemment quelqu'un dans sa maison de campagne, parce qu'elle adore sa maison de campagne. Oui. Et ce quelqu'un, mettant les pieds dans cette maison, lui a dit, bon, il n'y a pas de problème, tu fais venir une benne et on vide tout. Ah, c'est à ce point-là. C'est à ce point-là, ses amis régulièrement, dont je fais partie, lui disent, écoute, on s'y met à quelques-uns, on vide tout ça. Non, il n'y a rien acheté. Mais c'en est à un tel point que dans sa maison de ville, elle ne peut plus inviter personne à prendre le café. Oui. Si on part en excursion ensemble, moi je viens d'un peu plus loin, je les rejoins à la maison. Il est hors de question de monter, faire pipi si j'ai pris mon thé avant de partir. C'est hors de question, elle ne reçoit plus chez elle. Elle passe les journées hors de chez elle, alors elle présente très bien, elle a une bonne éducation, elle est très sociable. Oui. Elle tient plus dans sa maison, il faut qu'elle soit toujours en activité. Elle se plaît pas dans sa maison? Vous pensez qu'elle est, non, elle est pas bien dans sa maison? Parce que sa maison est trop encombrée. Oui, mais elle se plaît pas toute seule de toute façon, c'est quelqu'un de très sociable. Et elle crée des activités, elle crée des relations, elle voit des gens, enfin, elle n'arrête pas. Mais elle ne peut pas inviter chez elle alors? Elle n'invite plus? Elle ne peut pas inviter chez elle. Non, elle n'invite plus, oui. Elle invite au restaurant. Ouais. Elle a quel âge, cette dame? Je pense qu'elle a 64 ans, elle est un peu plus jeune que moi. Et ça a toujours été comme ça, ou vous avez l'impression que ça s'accentue chez elle? C'est-à-dire, avec les années, ça s'est accentué, c'est très net. Et à un moment, nous on disait c'est une lubie, mais comment dire, elle dit maintenant, elle demande de l'aide, elle envoie des messages. Moi, elle m'a dit il n'y a pas longtemps que je sais, et c'est pour ça que je vous appelle, je sais que je suis malade et que je devrais me faire soigner, mais j'ai peur d'être partie sur une très longue psychothérapie. Alors, est-ce qu'il y a moyen de la soigner autrement ? Écoutez, c'est déjà bien qu'elle ait cette demande. C'est-à-dire que il y a ça crée maintenant chez elle une souffrance. Certainement elle est certainement angoissée, encombrée finalement par toutes ces choses parce que ça va au-delà. Voilà, oui, c'est un bon terme, oui, tout à fait, parce que ça va au-delà d'une idéologie de conviction écologique, de dire par rapport, c'est vrai qu'on fait un énorme gâchis, mais là elle ramasse tout et elle ne peut rien jeter. Alors c'est vrai que même si dans les encombrants il y a des choses parfois qui sont jetées alors qu'elles pourraient encore servir. Oui, moi j'en ai récupéré pour mettre dans ma cave, oui. Oui, voilà, on peut, il y a des étagères, parfois des choses comme ça. Mais si vous voulez, là, le fait de systématiquement tout ramasser est problématique et de rien pouvoir jeter. Mais c'est vrai que, vous savez, on pense que c'est facile de jeter, mais c'est tout sauf facile parce que ça met en jeu plusieurs choses, c'est-à-dire le rapport qu'on a aux objets. La capacité à supporter les séparations, parce que même se séparer d'un objet, c'est une séparation. Donc ça peut créer une angoisse par rapport au vide, et ça met en jeu le rapport au temps. Donc, si vous voulez, ça met en jeu beaucoup de mécanismes complexes que l'on fait sans même y penser quand on est bien construit, bien structuré. Mais si on a des carences, ça peut devenir très compliqué. Et c'est vrai qu'il suffit de se rappeler. Enfin, au début de notre vie, le bébé, on ne fait qu'un avec le monde extérieur. On ne fait pas de différence entre nous et le corps de notre mère. On le voit d'ailleurs avec les enfants autistes. Souvent, ils ont souvent avec eux quelque chose qu'ils amènent. Ça peut être un petit objet, ça peut être un morceau de papier qu'ils ne quittent pas. Comme
Ah oui, mais c'est souvent des objets inanimés. C'est des choses inanimées, mais si ça y a un problème, s'ils la perdent ou si ça se casse, ça crée chez eux des crises de désespoir terribles. C'est un minima ce qui peut se passer chez des personnes qui ont du mal à jeter. Parce que si vous voulez, elles ont souvent du mal avec les séparations. On retrouve comme ça des choses dans leur histoire. Alors, quand vous dites thérapie, des thérapies, cette dame a peur de se lancer dans une thérapie longue durée. Elle me dit, si j'en prends pour des années, qu'est-ce que ça va faire ? Alors, si vous voulez, il faut quand même vous songez peut-être aux thérapies comportementales. Je songeais à ça, oui. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'objets, elle s'encombre également d'activités, elle veut faire tout à la fois. Elle s'encombre également de gens. Elle a un carnet d'adresses, c'est l'annuaire du téléphone, quoi. Oui, mais certainement, enfin, on peut supposer que derrière, il y a une peur du vide, une peur du manque. Et il y a des personnes qui vivent dans une peur permanente de manquer. Alors que dans la réalité, elles ne semblent manquer de rien. Si vous voulez, ce sont des personnes qui ont pu vivre des expériences de manque terribles et l'idée de manquer, ça réveille chez eux une terreur vraiment épouvantable. Écoutez, pour ce que je connais de sa vie, j'ai pas l'impression qu'elle ait jamais eu l'occasion de manquer de rien. Simplement, elle est fille unique. Alors ça, je pense que ça, de ce côté-là, elle a manqué. Alors, il peut y avoir, si vous voulez, les deux cas de figure. Ça peut être soit des personnes qui ont vécu des carences assez terribles, soit des personnes qui ne veulent pas se confronter à leurs limites et à celles de la vie. Qui refuse l'idée même de manque. Or, on est obligé de manquer dans la vie à un moment. Si vous voulez, il faut bien, pour passer une étape au-dessus dans le développement, manquer de quelque chose, oser aller plus loin, lâcher. Si vous voulez, c'est un peu... Françoise Dolto, d'ailleurs, avait une jolie image quand elle disait, même à propos parfois du deuil, pour l'expliquer aux enfants, elle disait que la vie, c'était un peu à l'image comme dans la nature. Dans la nature, il y a des choses qui meurent, qui se perdent. Il faut pour que d'autres vivent. Elle prenait l'image de la fleur qui mourait pour que le fruit naisse. Donc, mais il y a des personnes pour qui c'est symboliquement impossible, si vous voulez, où il y a des choses qui se sont passées dans leur développement au moment du sevrage, qui marquent la fin du corps à corps avec la mère. Et quand on passe du corps à corps, si vous voulez, on le remplace par des paroles. Ça permet, si vous voulez, d'accéder au langage. Et donc, on peut nommer les choses, les faire exister, même quand elles ne sont pas là. Mais il y a des personnes pour qui cette période du sevrage a été problématique. Alors, ils n'en ont pas conscience. Vous voyez, c'est pas forcément des choses, des traumatismes forcément majeurs où on peut dire, ah oui, il y a eu une séparation. Mais il y a pu, dans cette étape fondamentale de notre développement, qu'est le sevrage, des mots qui ont pu manquer, des choses qui ont pu manquer, où on peut pas faire exister les choses en dehors de leur présence. Donc, ces personnes restent dans une peur du vide, dans une peur de manquer terrible. Ah, mais il me revient que cette amie dont je vous dis que finalement elle n'a jamais manqué de rien, ses parents, quand ils étaient jeunes, quand elle était tout bébé, étaient professionnellement à l'étranger et elle a été malade et donc ensuite c'est la grand-mère qui l'a prise en France. Ah oui. Alors et elle a vécu des années avec sa grand-mère plus ou moins coupée de ses parents. Alors est-ce que ça pourrait venir de là? C'est une séparation, oui, importante à un âge où peut-être elle n'était pas en état psychiquement de le supporter. Et en plus, quand ses parents sont revenus, elle a dû être séparée à nouveau de sa grand-mère. Oui, au bout d'un moment, oui. Mais en fait, la question... Alors, moi, il y a la question, écoutez, déjà... Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, c'est premièrement le pronostic, parce que d'après ce que vous aviez dit dans une émission précédente, socialement, c'était pas gai du tout, ce genre d'histoire. Je ne sais pas, je faisais référence à quoi ?
c'était une dame qui avait appelé en disant qu'elle s'occupait je pense qu'elle faisait partie des services sociaux, à un titre quelconque, elle s'occupait d'une dame âgée, et elle s'était plus ou moins liée avec la fille, et elle s'était rendue compte que la fille était comme ça. Mm-hmm. Mais ça avait duré, en fait, vous en aviez très peu parlé, ce truc-là. Oui, donc vous savez, attention, parce qu'on peut pas plaquer de quelque chose, d'une histoire singulière à une autre. Non, ça peut, à partir du moment où on donne du sens à ça, où on comprend ce qui est en jeu, où on se fait aider, ce qui est déjà positif, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas forcément dans cette demande d'aide. Là, elle reconnaît qu'elle a besoin d'aide. Bon, alors après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi par rapport à une angoisse qu'elle a, si vous voulez, il faudrait qu'elle voie avec peut-être avec un médecin psychiatre, voir ce qui est en jeu. Après, les formes de thérapie, ça dépend, ça va être en fonction d'elle aussi. Peut-être que au fond, elle a peur. Il s'agit pas que ça dure des années et des années, mais peut-être que finalement, elle a peur apparemment. Oui, mais parce qu'elle a peur de se lancer dans quelque chose, parce que si vous voulez une thérapie comportementale là pour ce genre de difficultés, on va pas aller. On va rester au niveau du symptôme sans forcément aller derrière chercher ce qui est en jeu, ce qui est le sens finalement de pourquoi elle n'arrive pas à jeter. Donc on peut faire une forme de rééducation, mais moi c'est ce que je pensais peut-être. Oui, mais ça risque de revenir. Parce que si l'angoisse, parce qu'il y a quelque chose, si vous voulez, certainement de plus profond, si l'angoisse qui l'amène à combler ce vide en remplissant sa maison d'objets, ça peut, vous voyez, il faut comprendre qu'est-ce qui est en jeu pour elle. Bon, c'est à elle de voir après. La première des choses, c'est déjà qu'elle soit demandeuse. C'est bien qu'elle demande de l'aide. Et donc lui dire que oui, qu'elle n'hésite pas à aller voir un médecin et un médecin psychiatre. Si vous voulez. Je pense écouter l'émission en podcast. Parce que il y a peut-être chez elle une question autour de la séparation qui a pas pu être élaborée, mais qui fait écho à quelque chose de son histoire, comme vous dites, quand elle était enfant, qui reste traumatique chez elle, et du coup ça prend cette forme-là de pas arriver à, si vous voulez, les objets sont investis de façon extrêmement affective et jetés, ce qu'on arrive tous à faire quand on jette des vieilles chaussures, des vieux vêtements, elle ne peut pas, parce que c'est comme si c'était une partie d'elle-même, comme quand on est petit. Je comprends qu'on s'attache à des objets qu'on vous a offerts, mais qu'on mette, je veux dire, de l'affectif dans une chaise en paille percée qu'on a trouvé dans la rue 2 jours avant. Oui, mais voyez, trouver dans la rue, c'est des objets, quand il y a quelque chose d'une projection qui est certainement très affective, mais inconsciente, ou ce sont des choses qu'on a jetées, qui sont là, qui sont jetées à la rue, qui sont abandonnées. Ah oui, il y a aussi la notion de ne pas gaspiller, qui à mon avis est très intelligente, mais après... Bon, si vous voulez, ça c'est le côté rationnel. On peut dire après tout quel gâchis, mais là, vu les proportions que vous décrivez, ça va au-delà de cette motivation qui est tout à fait noble, de pas vouloir gaspiller, mais là on est bien au-delà. Ah oui. On est bien au-delà. Il y a Patricia qui dit « J'ai aussi une amie qui a ce symptôme, elle entasse tout. Un chat n'y retrouverait pas ses petits. » Il y a Angie qui dit « Moi, je jette tout sans état d'âme et pourtant j'ai eu plein de carences. Est-ce que c'est grave, docteur ?» Ben non, ça veut dire que vous les avez bien compensées. Il y a Ninon qui dit « Ça a peut-être un rapport avec l'hospitalité, se mettre en situation de ne pas pouvoir recevoir. » Oui, mais aussi, je me demande comment elle peut... Est-ce qu'elle est bien chez elle ? Elle ne doit pas être très bien maintenant. Pas pouvoir recevoir. Oui, je veux bien croire. C'est quelqu'un de très sociable. Et au contraire, non. Oui, puis même elle n'est plus tellement bien chez elle, peut-être. Ah non, elle part le matin. Ouais, elle part le matin, elle va ailleurs. Ouais. Non, elle ne tient pas chez elle. Mais aussi, elle a besoin de voir du monde. Oui. C'est, si vous voulez, il faut vraiment
il faut là qu'elle, dans la mesure où elle est dans cette démarche, qu'elle demande de l'aide, qu'elle demande à son médecin traitant qui lui donne les coordonnées d'un médecin psychiatre. Parce que peut-être que aussi il peut y avoir un traitement un peu, on peut prescrire des anxiolytiques, il y a quelque chose, enfin ponctuellement aussi qui pourrait l'aider. Mais ça, il faut voir, il faut une consultation, voir ce qu'il en est. Voilà. Je vous remercie, Caroline. Je vous en prie. Au revoir, Françoise. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir, Alizée. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pour faire un petit topo, en fait, j'avais juste une question que je me posais et qui a un rapport, en fait, ou pas, je sais pas, avec mon passé. Ce serait juste, en fait, je passe mon temps à fuir les choses ou les gens, etc. Parce que, en fait, non, je sais pas par où commencer vraiment. En fait, je suis dans un état vraiment difficile. Ou dans le sens où je m'enferme vraiment oui. dans mon monde à moi pour fuir en fait l'extérieur. Mais c'est périodique et en fait là j'arrive à un moment donné où je suis dans un état où j'ai toujours envie de fuir en fait continuellement. Qu'est-ce que vous voulez fuir ? Qu'est-ce qui se passe qui vous fait mal, qui vous fait peur J'ai envie de... En fait, je sais pas si c'est de la fuite, si c'est surtout ça mon problème, ou un choix. Parce que... c'est peut-être faire un choix qui vous fait peur, mais qu'est-ce que... Dans votre environnement, vous vivez chez vos parents ? Non, en fait... c'est peut-être l'environnement, là, que les autres... Bon, pour faire un petit topo, c'est en fait, mes parents, ils ont divorcé assez tôt, etc. J'avais 8 ans à l'époque. Actuellement, je vois plus mon père. Vous avez 20 ans, là, aujourd'hui ? Ouais. Et ce qui a été surtout lourd, en fait, c'était ma sœur qui était dépressive. Et du coup, ma mère... Votre sœur qui était, pardon, j'ai pas compris. Dépressive, mais vraiment, elle a beaucoup de tentatives de suicide, etc. C'est assez lourd. Elle est plus âgée que vous ? Ouais, elle a 2 ans de plus. D'accord. Et donc, j'ai beaucoup porté ça. Et du coup, maintenant, donc j'ai pris l'éloignement, etc. Oui. Mais maintenant, j'ai toujours l'impression de porter ça encore en moi et de ne pas arriver à vivre ma vie parce que je ressens en fait une culpabilité énorme vis-à-vis de ça. Et je culpabilise en fait de vivre ma vie par rapport à elle parce que j'ai pas réussi à l'aider ou parce que j'ai fui justement l'environnement familial, etc. Comment va-t-elle, votre sœur, maintenant ? Toujours aussi mal. À peu près tous les 3-4 mois, c'est une tentative, mais disons que c'est de plus en plus graduel. La dernière fois, elle a sauté d'un pont. Et donc, elle est passée assez proche de la mort, finalement. Et on ne trouve pas, on n'arrive pas à savoir d'où vient cette souffrance. Ouais. Et vous, donc oui, et ça a commencé quand, la souffrance de votre sœur ? Il y a 9 ans à peu près. Oui. Donc vous avez grandi dans ce contexte avec des tentatives de suicide de votre sœur un peu à répétition. C'est surtout que j'ai toujours essayé de tenir le rôle de la fille forte, etc., sur laquelle ma mère pouvait se reposer. Oui, c'est ça. Vous, il fallait pas causer de soucis. Ouais, voilà. Il fallait être la petite fille qui travaille bien à l'école pour pas engendrer encore plus de problèmes. C'est normal. Oui, toute l'attention de votre mère était centrée sur votre sœur qui allait très mal. Mais votre père, lui, n'était plus présent ? Et non, parce qu'en fait, je le vois plus depuis que j'ai l'âge de 12 ans, en fait. Pour quelle raison ? Le problème, en fait, c'était déjà compliqué au niveau de la guerre partagée, etc. Et c'est vrai que ma mère nous a beaucoup influencé là-dessus. Et il a fallu presque faire un choix pour cesser toutes ces tensions, en fait. Elle nous a presque demandé de faire un choix parce que ça devenait vraiment invisible, en fait. De faire un choix, c'est-à-dire un choix entre quoi et quoi ? Entre elle et lui, en gros. Mais c'est un choix impossible à faire. Disons que mon père est un personnage assez particulier aussi. Il a eu pas mal de problèmes aussi, de dépression, etc. Donc il est pas constant en fait. Il n'a pas peut-être tenu ce rôle de père.
Oui. Votre père lui-même souffre de dépression. Oui. Oui. Mais en même temps, effectivement, pour vous, c'est ce qui est difficile quand vous dites que vous fuyez. Enfin, vous parlez déjà de culpabilité. C'est toujours très compliqué quand il y a un frère ou une sœur qui va mal et que vous arrivez, vous essayez de tenir le cap. C'est-à-dire pourquoi elle et pas vous. Vous voyez, il y a ce côté-là. C'est-à-dire et cette impuissance que vous décrivez à pouvoir l'aider, parce que c'est pas vous qui pouvez l'aider. Il y a une souffrance psychique trop forte, puisque même les professionnels qui s'occupent d'elle sont en difficulté. Donc vous êtes en plus trop lié à elle, trop proche effectivement pour pouvoir l'aider. Et j'ai surtout peur en fait d'être comme elle finalement, parce que je m'en sors pas beaucoup plus. Il y a vraiment des fois où je peux même plus sortir parce que le monde extérieur vraiment me fait peur, et des fois je peux être totalement sociable et je n'arrive pas à sortir de ça en fait. Mais c'est depuis quand vous ressentez ça vous dites c'est périodique, c'est-à-dire il se passe quelque chose de particulier en ce moment dans votre vie, en dehors des difficultés évidemment qui sont toujours malheureusement très présentes avec votre sœur, mais dans votre vie à vous? Il n'y a pas eu je sais pas si c'est lié. En fait, je suis partie cet été dans un pays en guerre, etc. parce que je fais de la photo. Et peut-être que ça a eu un impact depuis, parce que je vois vraiment les choses différemment, mais je pense pas vraiment. Mais c'est surtout que... Qu'est-ce que vous voyez différemment? Je trouve que tout n'a plus de sens. Ça perd vraiment son sens, en fait. Oui, vous trouvez je sors dehors, je trouve pas de sens à tous ces gens qui prennent le métro. Je trouve pas de sens à aller au travail. Je trouve plus de sens, en fait. Oui, vous regardez les gens s'agiter, vous ne comprenez pas très bien pourquoi ils s'agitent, quoi. Moi, je suis là, spectatrice, et je suis le mouvement, mais finalement, je suis complètement inerte, en fait, presque morte de l'intérieur. Je ressens plus rien. Oui, vous ressentez plus rien, mais vous n'avez plus d'élan, plus de... Oui, j'ai plus aucune envie. Plus d'envie, oui. Et vous continuez quand même à pouvoir qu'est-ce que vous êtes étudiante ou... Oui, je continue à aller en cours, mais c'est vraiment douloureux. Dès que les cours sont finis, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, de m'enfermer jusqu'au lendemain, parce que j'ai pas le choix, mais parce que je dépends de ça, parce que j'ai la bourse en fait, et si je vais pas en cours, c'est vraiment tout qui s'asphyxie. Oui, vous êtes dans une grande souffrance morale là. Faut pas rester dans une aussi grande souffrance là. Ça ressemble effectivement, enfin, je ne vais pas poser de diagnostic à l'antenne, mais quand même à un état dépressif là, ce que vous décrivez. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qu'il faut prendre au sérieux. Mais je pense que je sais pas si je devrais consulter ou pas, mais parce qu'en fait j'ai qu'une seule envie en fait, c'est de partir, parce que je voulais faire. Enfin, c'est con peut-être, mais d'aller faire une mission humanitaire. Mais j'ai peur que ce soit encore de la fuite et finalement ça fait il faut que vous alliez mieux. Pourquoi pas, mais quand vous irez mieux. Là, vous n'êtes pas vraiment en état de... Il faut vous aider, vous. C'est vous qu'il faut aider, là, en ce moment. Vous voyez, quand vous irez mieux, vous pourrez... vous verrez comment vous envisagez les choses, mais actuellement, vous n'allez pas assez bien pour pouvoir vous lancer. C'est dur, hein, une mission humanitaire, vous êtes confronté à beaucoup de souffrances. Là, vous dites que vous êtes parti cet été dans un pays en guerre. Donc aussi le fait d'avoir été confronté à des réalités extrêmement difficiles, ça a pu être joué, ça a pu être un facteur déclenchant, mais il y a toute votre histoire aussi familiale. Et il y a ce sentiment de culpabilité. Il y a le fait que vous, forcément, vous avez mis de côté un peu tout ce que vous ressentiez pour ne pas être un poids pour votre mère qui se débattait déjà avec le quotidien, avec les difficultés de votre sœur. Donc vous avez fait en sorte vous de ne poser aucun problème. Mais trop, parce que finalement, vous n'avez pas pu exprimer que vous-même, tout ça, ça crée beaucoup de souffrance. Oui, c'est
sûr. Le fait de plus voir votre père, de voir votre sœur se débattre dans une aussi grande souffrance et donc c'est très lourd ça pour vous parce que vous étiez là aussi spectatrice directe de tout ça et sans pouvoir agir parce que vous ne pouviez pas agir dans les faits. Quand bien même, voyez, vous auriez aimé le faire, c'est pas possible. Vous étiez trop proche. Ouais. C'était trop, ça vous renvoyait à trop de souffrance. Il faut être un peu extérieur pour pouvoir aider. Sinon, on est happé quand on est trop proche comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais non, mais déjà, avant de parler de travail, je crois qu'il faut que vous voyez, il faut que vous ayez faut que vous ayez un traitement là, je pense, au stade là. C'est important parce que au départ, on n'arrive pas à parler. On a fait une émission sur la dépression là le 11 novembre. Que vous pourrez peut-être écouter si vous le souhaitez en podcast avec un psychiatre qui disait que dans les premiers temps, c'est compliqué de parler parce qu'on manque même d'énergie pour parler, pour aller chercher. Enfin, il faut déjà aller mieux pour parler. Et on va mieux quand on est aidé par un traitement. Et là, la parole peut se mettre en place et vous avez beaucoup de choses à dire, certainement. Non, mais je pense que je pourrais parler. Je souhaite vraiment pas prendre de traitement. Par contre, ça c'est vraiment. Ouais, mais quand on est vraiment dans un état dépressif, vous savez, il faut pas se priver de toutes les aides. Et si vraiment vous êtes dans un état dépressif, ce qui quand même semble être le cas, les antidépresseurs aident considérablement. Mais j'ai tellement vu ma sœur avec tout ça que... Oui, je comprends que c'est difficile pour vous, mais votre sœur est-elle bien prise en charge? Est-elle bien soignée? Qu'est-ce qu'il en est? Voyez, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à la sortir de cette souffrance, de ce mal-être? Qu'est-ce qui est à l'origine? Parce qu'elle était adolescente quand ça a commencé. Mais le souci, c'est qu'il y aurait suspicion en fait d'un inceste du père, mais on n'en sait pas vraiment. Du père? De votre père? Ouais. Oui, il y a quelque chose de lourd, c'est ce qu'on pouvait subodorer derrière, quelque chose de grave. Mais on ne sait pas vraiment. Pourquoi on ne sait pas vraiment? Parce qu'en Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle en avait parlé en fait parce qu'elle était allée dans un centre pour ados, etc. Et elle avait fait une déposition. Et en fait, au moment où ça allait plus loin... Oui. Elle s'est rétractée en fait au dernier moment parce qu'il lui a envoyé une lettre comme quoi s'il avait continué ses déclarations et il allait se suicider en fait. On va continuer à se parler, Alizée. Ne raccrochez pas pendant le journal de minuit. On va vous mettre en attente et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par mail sur le site europe1.fr et également par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors nous sommes en compagnie d'Alizée. Alizée, vous êtes là? Oui. Alizée, donc vous nous disiez que depuis quelque temps vous aviez perdu tout goût de vivre, enfin que finalement la vie n'avait pas tellement de sens pour vous. Que vous nous parliez de votre sœur qui a 2 ans de plus que vous, c'est-à-dire 22 ans, et qui fait de graves tentatives de suicide depuis plusieurs années. Et quand je vous demandais juste avant le journal de minuit comment se fait-il que, enfin si elle était bien prise en charge et cette souffrance quand même extrême, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à la prendre en charge, enfin l'aider? Là, vous m'avez dit qu'il y aurait peut-être eu un inceste avec votre père. En tout cas, que votre sœur en a parlé. Ouais. On a parlé quand elle était hospitalisée. Oui, quand elle était hospitalisée, ouais. On dit rarement ce genre de choses par hasard? Ah non, c'est sûr. Moi, tout le personnel, etc., quand on a parlé à l'époque, c'était sûr. Après, le problème, c'est qu'on ne savait pas si c'était le père ou si elle disait ça parce qu'elle voulait
plus le voir parce qu'elle l'avait plus revu, et puis en fait c'était eux qui l'avaient recontacté pour qu'elle puisse le voir, etc. Et ça s'était très mal passé en fait quand elle l'avait vu. Mais même la police qui s'occupait de ça, etc. à l'époque avait dit que son témoignage était bien un inceste, etc. Mais que non plus eux n'étaient pas sûrs que ce soit lui le coupable, quoi. Ça aurait pu être qui alors? On ne sait pas. Qu'elle disait pour protéger quelqu'un d'autre? Peut-être, on ne sait pas. Mais un inceste, ça veut dire dans la famille quand même, hein? Oui. Vous pensez à qui, vous? Moi, je pensais au père, mais ça m'est venu vraiment dernièrement, en fait, et ça m'a un peu bouleversée. Au père à mon père, je dis. À votre père, oui. Pourquoi ça vous est venu dernièrement? Mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à expliquer. Je réfléchis beaucoup, en fait, ces derniers temps, et ça m'est presque paru, en fait, comme une sorte d'évidence. Et ce qui me fait... je sais pas, j'arrive pas à expliquer, parce que... Non, vraiment, je n'arrive pas à l'expliquer, ça. Mais après, voilà, est-ce que peut-être je fantasme tout simplement? Vous en avez parlé avec votre sœur? Non, j'en ai parlé avec ma mère, parce qu'avec ma sœur, c'est... Elle me parle... Je sais que même si c'était le cas, elle ne le dirait pas. Et j'ai déjà essayé d'aborder le sujet, etc., mais... Elle le dirait peut-être d'autant moins que... Quand elle l'a dit, et puis quand elle l'a dit, au fond, elle a parlé, mais c'est retombé dans le silence. Il y a une chape de plomb. Oui, bien sûr. C'est compliqué pour... Souvent, ce qui se passe dans ces histoires-là, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'on dit les enfants ne parlent pas. Si, à un moment, ils parlent, mais on ne les entend pas forcément. Ou on met une chape de plomb sur ce qu'ils disent. Ouais, mais juste, le dernier point, c'est que j'ai peur, en fait, d'avoir vécu la même chose. Et je sais pas. Pourquoi? Mais c'est complètement fou de penser ça, parce que je m'en rappellerai ou je m'en souviendrai. Mais je sais pas, j'ai toujours dit, mais peut-être au 2e ou au 3e degré, je sais pas, que je m'étais fait un jour violer, en fait. C'est con, hein, comme truc. Non, vous avez toujours dit ça, comment ça? Mais non, je le vois surtout avec ma relation avec les hommes, etc. Elle est vraiment spéciale, mais j'ai peur de trop se poser des problèmes. On peut pas vous avez peur de quoi? De vous poser des problèmes ou d'aborder finalement ce qui vous fait souffrir? Mais je sais pas. Mais vous ne savez pas si ça vous concerne vous, si ça concerne votre sœur, je sais pas. Ou vous auriez pu être témoin de certaines choses, même alors que vous étiez petite sans comprendre ce qui se passait. Parce que par exemple, j'ai plus de souvenirs d'avant mes 9 ans. J'ai aucun souvenir. Comme si cette période n'existait pas, en fait. Je sais pas pourquoi. Et pourquoi 9 ans? À 9 ans, quel est votre premier souvenir? À quoi vous pensez? Non, plus 8 ans. Les premiers souvenirs, c'est vraiment le divorce, etc. Enfin, comme si ma vie avait commencé à partir de ce moment-là, en fait. Quand vos parents se sont séparés? Ouais. Comme si votre vie avait commencé là? Ouais. Avant, vous ne vous souvenez pas de la vie quand vous étiez tous les 4? Non. Vraiment, je me souviens pas. Oui, et le fait que aussi, pourquoi votre mère n'a plus voulu que vous voyiez votre père, vous a demandé de faire un choix. Ça prend peut-être une autre dimension, là. Parce qu'il y avait vraiment des tensions aussi entre eux, et c'était vraiment la dispute des enfants, enfin, comme beaucoup de divorces, mais après, je sais pas. Comment réagit votre mère quand votre sœur, l'équipe éducative qui la suivait, a évoqué cette histoire d'inceste? Elle voulait pas le voir. Parce qu'un jour, ma sœur l'a appelée, elle lui a demandé si elle la croyait, et ma mère, elle lui a dit non. Pas qu'elle ait vécu un inceste, mais que ce soit mon père. Oui, bizarre, mais qui ça pourrait être. Enfin, si vous voulez, donc à un moment, votre sœur, aujourd'hui, elle est prise en charge de quelle façon? Qui la suit? Enfin.
Elle suit beaucoup, elle a fait beaucoup d'hospitalisations parce qu'il y a vraiment des fois où elle tombe même presque dans la schizophrénie parfois. C'est très grave, les tentatives de suicide qu'elle fait sont très graves, oui. Ouais, oui. Mais beaucoup d'hospitalisations, mais est-ce qu'elle a un thérapeute régulier? Elle n'a pas un thérapeute, elle a un psychiatre cognitif, un psychologue cognitif. Et puis après, elle est suivie par un autre psychiatre. Un psychiatre cognitif? Elle a un psychiatre et après un psychologue cognitif ou psychothérapeute cognitif, enfin un nom comme ça. Elle en parle avec lui, vous ne savez pas de ce qu'elle aurait vécu? Non, je sais pas de ce qu'elle lui dit. Parce que le problème, c'est si elle est prise en charge, si elle est soignée, mais que on n'écoute pas ce qu'elle a pu vivre, c'est pas étonnant qu'elle appelle au secours et de façon terrible. Mais peut-être qu'elle en parle plus, parce que du coup, vu que ça n'a pas eu de mais résonance... non, c'est le risque. Oui, c'est le risque. C'est elle en parle autrement, en tout cas. Elle en parle en voulant se détruire. Oui. Il n'y a pas eu de troubles, il n'y a pas eu d'anorexie, de troubles du comportement alimentaire à l'adolescence, non? Si, mais pendant la période dépressive, si, ça c'est un peu... Parfois, mais c'était plus... Non, c'était pas vraiment marqué, non. Mmh. Bon, en tout cas, il y a un non-dit, il y a peut-être un secret qu'il faut tirer au clair là, parce qu'on peut pas rester, même pour vous, enfin, avec cette idée qu'il y aurait peut-être eu inceste, mais on n'est pas sûr. Vous voyez, il faut quand même, on peut pas rester dans un flou comme ça. C'est, pour le coup, vous dites, elle tombe dans la schizophrénie. Alors, la schizophrénie, c'est une des psychoses les plus graves, mais il y a de quoi devenir dingue d'une certaine façon si on a vécu quelque chose comme ça et qu'on n'ait pas cru. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors après, il faut voir ce qu'il en est, mais vous me dites que quand même l'équipe qui la suivait disait que ses propos étaient crédibles. Oui, carrément, oui. Et c'est que votre père, à ce moment-là, a menacé de se suicider et qu'il y a, du coup, il n'y a pas eu de suite. Oui. Ben oui, mais bon, si c'est elle qui doit finalement, pour être entendue... vous voyez, passer à l'acte de façon aussi tragique qu'elle le fait, c'est terrible. C'est surtout qu'on ne sait pas si c'est lui ou si elle a dit ça, parce que seulement elle ne voulait plus le voir et que vraiment l'équipe l'a poussée à le voir, en fait, et qu'elle n'arrivait pas à dire non. Et quand elle le voyait, ça se passait mais pourquoi elle ne voulait plus le voir? Parce que je ne sais pas si c'est beaucoup plus par rapport à l'influence de ma mère, parce que ma mère, dès qu'on parle de ça ou dès que... Parce que moi, j'ai souhaité le revoir et bon, j'ai pas eu de réponse de sa part. Mais dès qu'on parle de ça, vraiment, je pense qu'elle subirait ça comme une trahison, en fait. Parce qu'il a fait vraiment beaucoup de problèmes et vraiment beaucoup de mal à ma mère, même à nous. Mais elle comprendrait pas, en fait. Parce qu'elle n'a pas vraiment vécu avec son père et pour elle, ça pose pas de problème au constructement psychique particulier. On vous a jamais proposé de thérapie familiale par rapport à... Ça aurait été pas mal, ouais, mais non. Non, on m'a jamais proposé. Il y a Cathy qui pose une question qui dit: est-ce que vous, votre mère, vous la ressentez comme une alliée? Oui. Oui. Elle sait que vous êtes très en souffrance, là, en ce moment? Ah, une alliée, non, dans ce sens-là, non. Une alliée plus d'autres circonstances, parce que c'est une femme très, très forte et solide, mais... Non, vraiment, j'ai essayé d'en parler, mais pour elle, bon, ça, c'était pas très important, ou elle sait que je vais m'en sortir dans tous les cas, etc. Bon, en tout cas, vous, il faut que vous alliez, parler de vous, de cette souffrance-là. Vous ne restiez pas comme ça dans votre mal-être aussi dit quelque chose de d'avoir déjà vécu d'aussi près la souffrance de votre sœur. La séparation avec votre père, mais dans un contexte où quand même, bon, après il y a eu votre sœur évoque un inceste vécu avec votre père.
Ouais. Vous demandez, vous pensez avoir été violée. Bon, c'est curieux, comme vous voyez, c'est rare qu'on se dise cela. Alors après, est-ce que c'est parce que vous vous identifiez à votre sœur, ou il peut y avoir aussi de ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui méritent d'être éclaircies et qui ont besoin d'être parlées avec quelqu'un d'extérieur à votre entourage. Ouais. Pourquoi aussi c'est pas banal de n'avoir aucun souvenir avant vos 8 ans? Ah ouais, c'est bizarre. Bon, qu'est-ce que c'est que cette amnésie? Parce que ça revient en thérapie. Ouais. Petit à petit, c'est un peu comme une pelote de laine. On tire un fil et puis il y a toute la pelote qui suit. Donc il y a des souvenirs qui peuvent réémerger, qui vous permettraient de savoir ce qu'il en est. Pour vous, déjà pour votre histoire. Parce que vous pouvez pas... pour le moment, vous occuper de l'histoire de votre sœur, elle est suivie, elle est prise en charge, mais vous, il faut aller déjà parler de vous. Et peut-être qu'en fonction de ce que vous allez découvrir sur vous-même, il y a aussi des questions que vous pourrez aborder différemment avec votre sœur. Oui, c'est sûr, ouais. Je pense aussi. Mais vous pouvez pas rester avec autant d'interrogations angoissantes et de non-dits, finalement. Il y a beaucoup trop de non-dits. Oui, énormément. Il y a beaucoup trop de non-dits et qui sont très angoissants. Parce que soit effectivement c'est quelque chose lié à une pathologie plus profonde de votre sœur et donc quelque chose de fantasmé, et ce serait important pour vous de faire la part des choses entre ce qui relève de l'histoire de votre sœur, de sa souffrance, voire d'une éventuelle pathologie, et de votre histoire à vous. Soit ça peut aussi être votre sœur parle d'une réalité vécue. Et dans ces cas-là, il y a toute une part de souffrance qui n'a pas été entendue et qu'elle exprimerait autrement. On ne peut pas se prononcer comme ça, il faut savoir, mais vous avez votre propre ressenti par rapport à ça. Et vous pouvez travailler là-dessus. C'est vrai. Et peut-être aussi, quand vous arriverez à faire des choses, à tirer des choses un peu plus au clair par rapport à vous, que poser les questions à votre mère. J'en ai parlé et elle pense aussi que c'est possible maintenant, en fait. C'est ça qui est bizarre. Mais bon. Elle pense maintenant que c'est possible. Ouais. Oui. C'est bizarre. Donc vous, il faut en tout cas ne pas rester dans vous contenter comme vous le faites actuellement, qui vous demande beaucoup d'énergie, mais d'énergie en vain, à faire semblant. Comme si vous continuiez à fonctionner comme si de rien n'était. Vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Vous êtes agité par des choses beaucoup trop graves. Vous voyez, c'est important de ne pas rester avec tous ces questionnements, avec cette souffrance morale aussi. Oui, c'est sûr. Et ce sentiment de culpabilité, parce que il y a d'un côté la souffrance de votre sœur, mais il y a la vôtre. Alors, est-ce que c'est parce que il y a quelque chose de vous dire pourquoi elle et pas moi, qu'est-ce qui est en jeu, et faire la part des choses entre ce qui lui appartient à elle et ce qui vous appartient à vous. Oui, c'est clair. C'est ce que dit Laurence de Picardie, qui trouve votre témoignage poignant et qui dit: la souffrance de votre sœur ne doit pas devenir la vôtre. Vous avez besoin d'être aidé afin de ne pas vous infliger quelque punition que ce soit. Faites-vous aider pour mettre des mots sur votre souffrance et votre culpabilité, et accepter de vivre votre vie à vous. Et puis il y a Grégory qui dit rassurez-vous, il n'y a pas de fatalisme, vous pouvez vous en sortir, mais avec une aide extérieure indispensable. Et puis il y a Lucille qui dit que si vous avez des photos aussi d'avant vos 8 ans, de vos premières années, prendre le temps peut-être de les regarder, vous pouvez retrouver, dit Lucille, des sensations qu'on croyait perdues. Il y a des choses qui peuvent réémerger aussi. Est-ce que sur des albums, vous avez des photos de vous dans ces premiers temps de vie? J'ai essayé, mais ça me semble en fait être... quelqu'un d'extérieur, comme si vous regardiez quelqu'un d'extérieur à vous. Oui, totalement. D'accord, oui. Mais ça a un sens. Pourquoi cette amnésie jusqu'à 8 ans? C'est rare qu'on ne se souvienne pas. Hein. Bah oui, c'est sûr. Bon, alors peut-être qu'effectivement c'est lié à à la séparation qu'il y a eu à ce moment-là, et qui a été après suivi de tellement de conflits avec vos parents que c'est comme si cette période-là était trop douloureuse, et vous la mettez de côté, mais c'est pas cette période-là que vous oubliez, c'est la vie d'avant. Et vous dites quand même que vous vous êtes senti vivre à partir de 8 ans. Ben ouais. C'est curieux cette expression. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passait avant? Sachant qu'en plus en ce moment il y a des moments où c'est comme si vous vous sentiez morte. Hein, une partie de vous, évidemment. Une partie de vous. Donc il faut
prendre la parole pour à nouveau dire qu'est-ce qui en vous est complètement dévitalisé là. Ouais. D'accord ? Parce qu'on reste pas avec une aussi grande souffrance morale, Alizée. Hein. Ouais. Donc prenez rendez-vous au plus vite. Très bien. Et trouvez vraiment un bon thérapeute qui pourra entendre ce que vous avez à dire, hein, avec qui vous sentez vraiment en confiance pour parler de tout. Ouais, c'est sûr, c'est important. D'accord ? Ok, très bien. Bon courage, Alizée. N'hésitez pas à me redonner de vos nouvelles dans quelques temps, si vous le souhaitez, bien évidemment. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir, Alizée. Au revoir. Barbara, ma plus belle histoire d'amour. Lucille dit troublante voix de Barbara après le témoignage d'Alizée. Rencontre d'enfance abîmée, perdue par ce tabou de l'inceste. Il y a quelqu'un aussi qui dit je conseille l'émission sur le viol et sur l'inceste de France 2 ce soir. Effectivement, des femmes qui... dans l'excellente émission Infrarouge parlait du fait qu'elles avaient été violées, et ça fait suite aussi à ce manifeste dans le Nouvel Observateur des 343 femmes qui déclarent avoir été violées, ne plus se taire, pouvoir en parler quand on sait que beaucoup de femmes encore, la grande majorité, ne parlent pas après un viol. Alors c'est encore différent quand il s'agit d'un inceste, parce que c'est vraiment la personne en qui on est censé avoir la plus grande confiance, un parent, en tout cas un très proche de l'entourage familial. Et dans l'entourage familial, et là il y a non seulement la violence effectivement faite à l'enfant dans ce qui constitue le viol, le traumatisme, et puis aussi l'abus de confiance. Et ça c'est terrible, parce que tout est perverti à ce niveau-là. On va maintenant accueillir Nathan. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous dire, voilà, je fais partie comme les gens quand ils arrivent à l'antenne, on est un peu, oui, un petit peu déstabilisé. C'est ça. Et en fait, en préambule, c'était juste pour vous dire que rien d'original. Je pense que vous avez dû l'entendre, mais en tout cas, moi, vous avez accompagné Minuit depuis quelques années, malgré mon, on va dire, jeune âge. Quel âge avez-vous ? J'ai 23. Mais je vous écoute à peu près depuis l'âge de 17 ans. Ah oui, en effet. Et vous avez, on va dire, des moments qui calment mes angoisses, mes chagrins. À ce point-là ? Oui, c'est vrai. Et vous n'avez pas appelé, pourtant, jusqu'à présent, vous n'aviez pas appelé. Non, parce que... Est-ce que vous vous retrouviez alors dans des histoires ? Très souvent. Et par contre, vous savez, pour vous appeler aujourd'hui, c'était vraiment, il fallait que ça soit vraiment l'histoire qui me semblait vraiment. C'est la première fois de mon histoire où je semble pas contrôler vraiment les choses. Je me suis dit là, peut-être que voilà, ça peut me servir. Voilà. Alors on va en parler ensemble justement. Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce que vous ne contrôlez plus dans votre vie ? Non, mais rien de, par rapport à ce qui s'est, par rapport à l'histoire. Oui, mais je comprends vos scrupules, mais bon, puisque vous connaissez bien l'émission, on peut bien enchaîner sûr. des témoignages, voilà, qui peuvent être beaucoup plus, moins lourds, voilà, plus légers, on va dire. Hein, donc il n'y a pas de souci. Je vous remercie. En fait, moi, comment vous raconter un petit peu l'histoire ? Je fais partie, on va dire, de la jeune génération qui... J'ai fait un peu d'études et c'est vrai que, on va dire, j'ai eu des périodes, on va dire, un peu de galère, quoi. Par rapport professionnellement, j'ai toujours un peu plus ou moins galéré. Oui, vous en êtes où, là, actuellement ? Écoutez, justement... Oui. Ce soir, c'était un peu par rapport à ça que je vous appelle, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de stabilité professionnelle ni de CDI pour pouvoir vraiment, on va dire, avoir le rêve matériel, mais j'ai toujours eu plus ou moins une vie agréable, voilà. J'ai pas. Et en fait, si vous voulez, il y a un an, j'ai rencontré un ami à moi qui m'a parlé d'un projet. Il m'a dit voilà. Si un jour j'ouvre une boîte, je t'appellerai. Et puis on a parlé. Puis voilà, moi j'ai changé de ville et j'étais parti comme ça. Puis il y a 2 mois, si vous voulez, mon téléphone sonne. Oui. C'est cette femme amie qui m'appelle et me dit voilà, j'ai mon frère qui a ouvert la fameuse boîte que je t'en ai parlé et tout. Oui. Et
voudrais te présenter pour un poste, on va dire entre guillemets, pas du piston, mais enfin, disons que j'aurais plus l'assurance de... C'était par connaissance, quoi, ça facilitait les choses. Oui. Exactement. Et en fait, cet ami à moi a toujours eu le don de savoir plus ou moins les gens qui correspondent à certains, si vous voulez, par rapport au poste. Il a toujours su un petit peu découvrir un peu la personne. Il fera un bon recruteur, alors. Il repère bien le profil pour le bon poste. Bon. Voilà, et moi, si vous voulez, je me retrouve aussitôt dans le bain avec son frère. Bon, quelqu'un, tout de suite, ce qui m'a interpellé, quelqu'un de, c'est un peu fade à dire, mais très agréable physiquement, qui fait très bonne impression. Il m'explique en quoi consiste le poste. Il me dit, voilà, ça sera accueillir des personnes connues, un peu. Mais moi, si vous voulez, le poste... aussitôt, mon ami, il est parti s'isoler. J'ai dit à son frère que je ne connais pas, j'ai dit, vous savez, moi, je n'ai pas d'expérience dans ce poste-là. Même si mon ami, c'est gentil, mais je vois qu'il me pistonne, mais moi, je ne veux pas, si vous voulez, vous décevoir. Je voulais un peu me sécuriser pour pas qu'il soit déçu, si vous voulez, de moi. Je ne voulais pas trop embarrasser son frère, qui a dû lui dire, voilà, il est capable. Vous aviez peur de ne pas être à la hauteur dans ce poste. À la hauteur de la tâche et surtout de décevoir mon ami, en fait. Oui, et oui, c'est ça. C'est lui qui vous recommandait, donc bon. Absolument. Et là, il me dit, mais de toute façon, moi, j'avais quelqu'un d'autre pour ce poste. Mais bon, mon frère m'a dit, oui, il me dit ça. Il me dit, par contre, mon frère... Il vous met d'autant plus la pression, alors. Absolument. Il me dit, mais mon frère m'a dit absolument, c'est cette personne qu'il te faut. Et il m'a dit, mais il est sympa, votre ami, hein. Oui, vraiment, mais c'est un peu... Oui, vraiment. Et là, je lui dis, par contre, j'ai dit, écoutez, moi, je vous propose une chose, je vous propose en plus avec beaucoup d'audace. Je lui dis, je fais une soirée, si ça vous convient pas, on se sépare comme d'un bon accord. Je dis, moi, ça me gênerait pas que vous me dites, il n'y a aucun problème. Et là, le fameux soir arrive, après un mois de stress, j'ai vraiment d'angoisse. La soirée arrive et je vous passe un peu tous les détails, mais ça se passe magnifiquement bien, vraiment. Et les 2 jours passent et puis voilà, je reçois un très grand, on va dire cachet, ça me change du SMIC horaire, si vous voulez. Déjà ça m'a semblé un peu bizarre. Vous n'aviez pas parlé salaire avec lui ? Non, pas du tout. J'ai pas osé, si vous voulez. Oui, parce qu'en général, c'est quand même on aborde ça dans un entretien, avant d'être recruté. Rien de oui, tout mais ça. là, comme ça passait par votre ami, pour vous, c'était presque un cadeau qu'il vous faisait. Absolument. Mais vous pensez pas en même temps que si votre ami vous apprécie certainement beaucoup, parce que j'imagine qu'il présenterait pas son frère, c'est quand même de son frère, à moins qu'il soit vraiment en très mauvais termes avec lui, mais ça semble pas être le cas. Quelqu'un qui ne pense pas être bien pour ce poste. Donc après tout, il faut pas vous dévaloriser. C'est que si votre ami vous présente à son frère, c'est qu'il pense que vous pouvez faire l'affaire, même si vous, ça vous tire une belle épine du pied parce que vous étiez plutôt en train de galérer jusqu'à présent. Oui, mais c'est vrai que par rapport à ce poste, moi, j'avais pas d'expérience. Ça n'a rien à voir avec mon domaine. Oui. Ah oui, d'accord. Et moi, je pense que mon ami, en tout cas, il m'a recruté parce que je pense que physiquement, pardonnez-moi, mais vous pouvez pas me voir, mais je pense. Oui. Lui, il pense par rapport à ce métier, un physique agréable, ça peut aider. Qu'est-ce que c'est comme métier ? Écoutez, c'est travailler dans une boîte de nuit. D'accord. Voilà. Oui. Et puis, c'est pas séduire les gens, mais je pense que c'est un peu... Oui, il faut de la séduction, il faut... Voilà, d'accord. Je pense. Et en fait, ce qui s'est passé un peu en préambule, en fait, il y a quelques années, pour mon ami, comment je l'ai connu, en fait, j'ai cherché un décorateur pour une amie. Oui. Il est venu, là, il m'a fait un peu le devis, et puis il me rappelle 1 heure après, il me dit, en fait, à l'époque, il y avait un ami à moi, il me dit, t'es pas avec ton petit copain. Moi, j'ai cru que j'avais mal entendu, si vous voulez. J'avais pas vraiment relevé, mais moi, je me suis dit, il est pas en train de me dire, j'avais pas pu se relever. Et 2 jours après, dans la discussion, il me dit, je peux te poser une question? Je lui dis, oui. Il me dit, est-ce que t'as une attirance pour les garçons? Votre patron, là, le frère... Non, mon ami, en fait. Votre ami. Il y a quelques temps, en fait, avant. D'accord. Il me dit, donc, il pensait que vous aimiez les garçons. Mais en fait, il me pose très clairement cette question, et moi, je suis surpris par la question, la brutalité directement de la question. Si c'est un ami, en même temps, il peut peut-être vous le demander, c'est différent, non? Mais ça vous a choqué?
Pardonnez-moi, je sais que je vais pas vous embrouiller, mais je crois que ça a appris que ça deviendrait un ami. Mais parce qu'au début, c'était. D'accord, on est revenu en arrière, ok. Voilà, juste pour vous dire qu'en fait, une fois qu'il m'a recruté pour son frère, il savait qu'il y avait cette ambiguïté entre les garçons, les filles, enfin, et que j'avais un physique qui pouvait. Un peu androgyne, qui plaisait beaucoup aux garçons. Je suis garçon, mais je pense. Mais vous aimez les garçons, les filles, vous aimez. Oui, les deux, oui, c'est pour ça. Vous aimez les deux, d'accord. Voilà. Et lui, il est. Donc il avait repéré. La question ne se pose pas. Mais il pense que par rapport au poste, je pense qu'il a dû se dire ça peut aider. Vous pouvez séduire tout le monde, oui. Voilà, et parce que lui, même si c'est un ami, il n'oublie jamais la priorité du travail. Hein. Le business, c'est le business. D'accord. Et alors là, qu'est-ce qui se passe qui vous pose problème dans ce business? En fait, par rapport à son frère qui est plus âgé et tout ça, oui. On a une relation tout à fait différente. Beaucoup moins. Au bout d'une semaine, j'ai l'impression que ça me fait penser à une espèce de film avec Depardieu. Et en fait, je suis la personne et j'ai l'impression qu'il peut plus se passer de moi. Son frère ne peut plus se passer de vous? Oui, le patron de la boîte, si vous voulez, du jour au lendemain, j'ai l'impression que, évidemment, il y a pas de... C'est un homme à femme, il n'y a aucun problème, mais il y a une espèce d'ambigu... c'est très ambigu, et moi, je suis débordé parce que je n'ai plus... Enfin, je n'ai plus de temps pour... Enfin, je n'ai plus de relation... C'est pas une relation de patron à employé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Mais parce que je suis sans cesse... sollicité? Comment? Sollicité? Je me retrouve du jour au lendemain, si vous voulez, comme je vous dis, à galérer, là, à me mettre des affaires de haute couture, à manger dans les restaurants, à rentrer dans les endroits où j'ai toujours, mais si vous voulez, même pas imaginer rentrer, c'est même pas... Donc c'est un changement de vie total, quoi. Voilà, et j'ai l'impression, je me retrouve avec une voiture de fonction, mais tout, mais c'est pas qu'il me refuse rien, c'est que je peux pas lui dire non, c'est ça qui me perturbe, si vous voulez. Sans contrepartie? Non. Le problème, c'est que je ne sais pas parce que... Ça vous inquiète un peu, ça vous angoisse, vous trouvez que c'est trop par rapport... Je trouve que c'est trop et limite, je pète même les plans parce que des fois, j'ai l'impression que je vais même à la provocation. C'est-à-dire mais parce que je fais tout pour que ça s'arrête, si vous voulez, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que j'ai peur de prendre du goût et que ça s'arrête. Et au même temps, je ne vois pas comment ça s'arrêterait pas parce que c'est trop. C'est comme si on passe de tout à rien, si vous voulez. Voilà, je vous dis, enfin voilà, et c'est trop, c'est le matériel. Et puis en même temps, par contre, j'ai l'impression que c'est comme si il achète mon amitié, ce que je dirais pas plus. Mais oui, mais alors justement, c'est pas une amitié. Vous travaillez avec lui. Mais non, mais j'ai lu. Non, je n'ai pas. En fait, vous avez un contrat de travail, vous avez un salaire, oui, vous avez Oui, bien sûr, mais même un très grand, c'est pas. Oui, mais mais le problème, c'est qu'est-ce qui vous angoisse? Vous trouvez que c'est trop que moi, on a eu une discussion la semaine dernière. Il était avec une de ses nombreuses femmes, on va dire. Oui, bon. Et voilà, c'est un homme vraiment très séducteur. Oui. Il me pose la question, parler de quelqu'un. Il me dit et puis il me dit est-ce que t'es voilà. Est-ce que t'es quoi? Il me dit est-ce que je suis attiré par les garçons, si vous voulez. Oui. Et moi je lui Mais ça le regarde pas à la limite. En fait voilà. Enfin je veux dire c'est même pas à la limite, c'est que ça c'est votre vie privée. Moi en fait j'ai intellectualisé le débat, mais j'ai l'impression qu'on peut pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un en fait je le reproche peut-être c'est trop de ma part, mais il a tout ce qu'il voulait, mais intellectuellement, j'ai l'impression quand on pousse un peu la discussion, ça se limite. Quand je lui fais comprendre que ça le regardait pas, ce genre de questions se pose pas, et surtout d'un patron à employé. Oui. Il avait réagi comme un enfant. C'est-à-dire il m'a dit, mais je suis vexé parce que je pensais pas que tu allais le prendre mal. Mais lui, il vous tolérant. Ce que je comprends pas, c'est est-ce qu'il vous plaît, lui? Parce que aussi, est-ce qu'il n'y a pas... Il vous plaît. Bon, voilà. Bon, c'est ça le problème aussi. C'est que vous n'arrivez pas à mettre des limites parce que aussi vous êtes très troublé par cet homme. Oui, mais oui, vous avez tout à fait raison de dire ça. Mais moi, je ne me vois absolument pas passer.
Oui, enfin je dis ça, mais en même temps c'est pas vrai parce que. Non, mais voyez, c'est important de voir aussi parce que vous vous sentez, vous contrôlez plus rien. Oui, parce que cet homme finalement vous trouble. Alors en plus, vous dites vous avez le sentiment de vous faire acheter. Donc comme si vous étiez entretenu par cet homme. Bon, dans les faits, s'il vous donne ça, c'est qu'après tout, bon, je sais pas quel est son business, mais peut-être qu'il pense que c'est qu'il peut le faire. Mais pour autant, ça doit pas vous rendre dépendant, tributaire de lui. Vous faites votre job. Et après, ce qu'il y a, c'est que tout est mêlé, quoi. Il veut une intimité, et peut-être que c'est là où il faut vous préserver, parce que si, de toute façon, quand bien même, d'abord vous dites que lui est hétéro, apparemment. Oui. Donc ne mélangez pas tout, parce que sinon vous n'allez plus rien, vous n'allez plus rien contrôler du tout. C'est votre patron. Mais donc vous n'avez pas à être dans une relation de séduction avec lui. Enfin, pas de cette façon-là. Mais j'ai essayé de lui dire ça. Je lui ai dit que moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des patrons, mais vraiment, c'est même pas de coupitain. Je limite bonjour et ça s'arrêtait là. Non, mais ils sont qui vous en met plein la vue, que vous êtes complètement, vous évoluez dans une autre dimension. Vous me parlez de vêtements, couture, de voitures de fonction et tout ça. Et il le sait que ça vous en met un peu plein la vue et que vous êtes très impressionné par tout ça. Donc attention de pas non plus trop rentrer dans ce jeu-là, parce qu'après tout, pour le moment, c'est ce job que vous faites, mais ne perdez pas de vue ce que, je sais pas, ça semble presque être trop facile pour vous. Bon, profitez-en, mais ne vous laissez pas entraîner peut-être dans des trucs un peu limites, parce que bon, c'est le monde de la nuit, des boîtes de nuit, vous savez pas, attention quoi. En fait, je sais pas pour quel job vous êtes payé, qu'est-ce que c'est que ce job, mais tous mes amis me disent la même chose, mais moi soyez prudent aussi quand même, hein, vous vous retrouviez pas dans un truc un peu, je sais pas, crapuleux ou quoi. Là-dessus, c'est vrai que j'ai jamais eu aucune proposition, rien de très bizarre, et surtout moi je suis quelqu'un, voilà. Non, mais c'est le début aussi. C'est le début, donc si vous estimez, je sais pas, c'est quoi votre poste, vous êtes payé pour quoi normalement, votre fonction c'est quoi? Entre guillemets, à la base j'étais un serveur de luxe, quoi, si vous voulez. Serveur de luxe, mais un serveur de luxe avec une voiture de fonction. Mais oui, mais c'est trop. Il y a un truc. Mais c'est quelqu'un qui a plein d'activités en même temps. Moi, j'ai rien vu de bizarre. Il vous paraît clean, lui? Oui. Quelqu'un, par contre, il me paraît quelqu'un qui. Non, mais à tous ces serveurs, c'est quoi un serveur de luxe? En fait, à la base, on m'a parlé d'une place d'espèce de serveur, et je me retrouve, j'ai l'impression qu'il a besoin de moi. Ouais. Pourquoi? Tout le temps. Homme à tout faire? Comment? Homme à tout faire? Non, mais. Homme à tout faire, c'est-à-dire vous vous occupez de son agenda, de ses trucs, de ses rendez-vous, de tout ça. J'ai l'impression qu'avec moi, il a trouvé une chose qui lui n'arrive pas. En fait, ils sont que tout le monde le courtise par rapport à ce qu'il possède. Moi, paradoxalement, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, moi, ça ne m'atteint pas. Si, quand même. Si vous êtes impressionné par ça. Bien sûr, parce que je suis en train de vous dire que moi, c'est jamais des choses que j'ai toujours vues de loin. Mais par contre... Non, mais il faut définir les choses. C'est-à-dire, attendez, au bout d'un mois, soit vous êtes recruté serveur de luxe, alors je me demande en plus, voyez, on vous dit, t'aimes les garçons, t'aimes les filles... Non, mais attendez, laissez-moi. T'aimes les garçons, t'aimes les femmes, bon. J'espère qu'il n'a pas en vue d'autres activités derrière, comme il y a certaines hôtesses dans les bars qui sont là pour faire boire les clients, et plus si affinité. Non. On ne sait pas. En tout cas, moi, je le ferai pas. En tout cas, non, mais j'ai pas dit que vous. Mais votre ami vous a posé la question. Il vous présente à son frère qui est aussi dans ce cas-là, qui vous demande est-ce que t'aimes les garçons. Alors peut-être que effectivement, c'est parce que il veut une relation d'intimité avec vous. Vous êtes proches ou tout est mêlé. Mais c'est vrai que tout est trop mêlé. Votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Et si vous êtes d'abord serveur de luxe, je sais pas moi ce que ça veut vraiment dire, mais si vous êtes recruté pour un poste de serveur et que finalement vous devenez l'homme qui s'occupe de son agenda, de tout, enfin finalement un peu l'homme à tout faire, ça va pas. Mais surtout, moi, en fait, ce qui pose problème, c'est surtout par rapport aux autres, en fait, collègues. Les autres, ils sont serveurs tout court, ils sont peut-être pas serveurs de luxe, parce que vous voyez, vous lui avez pas demandé, ça veut dire quoi serveur de luxe? Non, forcément.
Cette grande familiarité avec votre patron va créer des... Moi, ça, je comprends pas. C'est normal. Vous avez, si eux, ils n'ont pas voiture de fonction, s'ils n'ont pas tout ça, c'est normal. Mais avec moi, ça, je comprends pas. Posez-lui la question. Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il attend de vous, précisément? À votre avis? Physiquement, enfin, certainement pas de ce que je pense. Vous pensez à quoi? D'une relation intime? Vous ne savez pas? Parce que il a n'importe quelle femme qu'il veut, ce qui fait oui, mais il peut vouloir aussi autre que des femmes. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il attend dans le business? Votre poste est peut-être pas très clairement, pas clairement défini. Moi, je vais vous dire un truc. Donc prudence. Oui, sur ça, c'est vrai. Mais moi, de toute façon, j'ai un de mes meilleurs amis où on a toujours traversé les galères qui m'a dit t'as trop changé. Enfin voilà, on s'est embrouillé pour rien parce qu'il m'a dit que j'étais pas assez prudent. Mais moi, si vous voulez, il y a quelque chose, vous dites vous-même, c'est trop. C'est excessif. Bien sûr que c'est le cas. Alors, parfois, je dis, il faut pas se déprécier. Si après tout, c'est qu'il pense peut-être que vous les valez. Mais il y a un truc qui colle pas. Vous n'aviez pas d'expérience dans ce domaine. Vous êtes propulsé là. Et par rapport aux autres collègues, avec, clairement, des inégalités criantes. Pourquoi? C'est le cas. Donc, à un moment, je crois qu'il faut quand même mettre carte sur table avec lui et dire, sans vous déprécier, mais dire, mon job consiste en quoi, précisément? Moi, tout à l'heure, j'ai essayé de lui dire Vous lui demandez. Tout à l'heure, j'ai essayé de lui dire pour la voiture, je lui ai dit que moi, je préférais reprendre de ma voiture. Qui est pas bien, elle est pas terrible. Il a dit non, moi, c'est pour l'image et tout, c'est pas possible. Non, mais peut-être parce qu'effectivement, il y a une image, vous devez l'accompagner, ou vous allez chercher des clients, je ne sais pas. Mais il faut que vous sachiez ce que c'est. Serveur de luxe, c'est trop vaste. Non, mais absolument. On voit la clientèle, démarche... oui, mais vous des publicitaires, tout ça pour nos produits, il n'y a pas de problème. Demandez. Et puis, en tout cas, par rapport à cet homme qui vous trouble beaucoup, tenez-vous quand même à l'écart, ne mélangez pas tout. Ça fait jamais bon ménage. C'est-à-dire que je devrais arrêter. Je vois non, j'ai pas dit arrêter. J'ai dit vous protéger dans cette histoire. C'est pas quelqu'un. Par exemple, quand je fais le test d'éteindre mon téléphone, j'ai une espèce de reproche comme si c'était quelqu'un que je connais depuis des années. Il me dit attends, t'as éteint ton téléphone. Moi, mais ça fait un mois que vous travaillez avec lui? Pratiquement 2 mois. Oui, 2 mois. Mais vous devez toujours laisser votre téléphone ouvert? Oui, mais il ne me le dit même pas comme un patron, il me le dit comme, je vous dis, comme quelqu'un. Mais je suis désolée, un ami n'a pas à vous dire pourquoi ton téléphone n'est pas ouvert. Vous avez le droit d'avoir une vie privée aussi, d'avoir une vie à vous, d'avoir des moments. Alors, est-ce que vous devez être disponible constamment pour lui? Auquel cas, même si le salaire est important, il n'est pas assez. Écoutez. Non, mais si ça consiste à être tout le temps disponible pour lui, chez lui, vous demandez le double à ce moment-là ou le triple. Je peux pas. Non, je t'ai préparé les affaires. Il y a de quoi te doucher, te laver. Non, mais vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Voyez, vous allez trop sur un terrain où finalement il confond tout et à mon avis, à moins que vous vouliez finir peut-être dans son lit ou je sais pas. Ça, c'est après tout, c'est votre problème. Vous avez le droit. Mais moi, je pense pas que je suis assez. Si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, visiblement vous pouvez. Mais en tout cas, je pense que tout est trop confus. Je ne crois pas que même si, comme vous dites, finir dans son lit, c'est une expression en direct, mais il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas à vous. Vous vous sentez acheté, et effectivement, il y a de quoi. Moi, dans mes il y a de quoi. Il s'immisce trop dans votre vie. Alors, est-ce que vous voulez le laisser s'immiscer ou pas? Mais j'ai jamais été capable de dire à quelqu'un. Non, j'arrive pas à dire. Eh bien, il faut dire non parce que même si vous avez un salaire mirobolant, ça n'autorise pas tout. Et ça n'autorise pas qu'il s'immisce dans votre vie, à moins que vous lui laissiez prendre cette place. Et qu'auquel cas, vous voyez en cet homme plus qu'un patron et peut-être un petit ami. Ça, après tout, vous avez le droit. Mais il ne correspondra pas à mes valeurs, je pense, même si... alors dans ces cas-là, vous mettez des limites. Et c'est important pour vous, parce que sinon, à mon avis, vous allez droit dans le mur.
que je pense. Et que, à la limite, s'il ne veut pas, s'il n'accepte pas, dire oui, il y a des moments où je coupe mon téléphone, il y a des moments où je dors, il y a des moments où je repose, il y a des moments où je sors avec des amis. Vous restez évasif, voilà. Que vous avez une vie en dehors de votre travail. J'arrive plus à faire tout ça maintenant. Eh ben, c'est pas normal. Bah, c'est vrai, en plus, j'arrive plus à le faire. Voilà, donc ce n'est pas normal. Oui. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que tout ce salaire, vous êtes peut-être dans une prison dorée. Tous ces trucs et tout, il vous en met plein la figure, mais que vous risquez de le payer cher. Donc clarifiez. Il est temps, j'ai pas dit de tout envoyer balader, clarifiez vos fonctions. Dire bon, qu'est-ce que je suis recruté, pourquoi ? Qui vous donne précisément, parce que plus c'est flou, plus il va empiéter sur votre vie. C'est ce que dit Charles. Hein. Attention, il a forcément une idée derrière la tête pour agir de la sorte avec un de ses employés, surtout qu'il n'agit pas comme ça avec les autres. C'est pas clair. La méfiance est de mise. Donc à vous de vous protéger parce que là c'est trop. Donc Namas Pamous aussi dit mettez la lumière sur toutes les zones sombres, veillez à vous protéger en gardant votre liberté parce que si vous n'avez plus aucune liberté, le prix est cher à payer. Bah oui, dans ces cas-là, il vous paie pas encore assez cher. Hein. La liberté n'a pas de prix, mon cher ami. Mais moi, je trouve que ça n'a pas de prix en fait. Voilà. Et bien alors donc reparlez-en et avec lui et quand il vous dit on peut pas te joindre, ben non, il y a des moments où vous avez votre vie privée et vous lui faites remarquer. Et puis si vraiment ça ne lui plaît pas et que vous deviez perdre ce poste, ben écoutez, après tout, vous trouverez autre chose. Parce que je ne sais pas très bien où il veut vous amener. Donc, clarifiez au maximum. Bon courage, Nathan. Au revoir. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Claude. De vous avoir au téléphone. Moi également. Voilà, c'est vraiment très court. Je ne sais pas ce que je peux... Alors, c'était en réaction au témoignage de Françoise et qu'il y avait cet ami qui ne pouvait rien jeter. Voilà, alors moi, j'ai été marié pendant 21 ans, mais j'ai vécu pendant 20 ans dans un appartement, petit à petit un appartement comme ça. Alors ça fait un peu comme si on va chez vous, on prend tout ce que vous avez dans votre appartement, et puis qu'on met ça dans une bétonnière, et puis qu'on rajoute des détritus, et qu'on fait tourner ça pendant 1 heure, et puis qu'on remet ça dans votre appartement. C'est à peu près ça. Donc l'appartement était complètement fait. J'ai eu un accident on a eu un accident de voiture en 1993, et à partir de là, mon épouse a fermé complètement tous les volets et puis a commencé à embarrasser complètement l'appartement. Et donc aujourd'hui, l'appartement il commence à être déblayé, mais il était complètement plein. C'était votre épouse qui accumulait beaucoup Oui. C'est-à-dire qu'elle faisait absolument rien, elle n'entretenait pas l'appartement. Alors, pour vous dire, dans la cuisine, on a l'impression que, qu'on prend des pots de graisse et qu'on les jette contre les murs. Il y avait des fils dénideux. Devant les fenêtres, il y avait des sacs poubelles avec des bouteilles vides. Enfin, c'est inimaginable. Oui, mais dans ces cas-là, il y a des personnes qui n'arrivent même plus à jeter leurs poubelles, hein, effectivement. Oui. Ouais, et puis donc tout le monde était interdit. Ma famille ne pouvait plus venir, mes amis ne pouvaient plus venir. Moi, mais pour vous, ça devait être insupportable. Comment faisiez-vous ? C'est terrible. C'est terrible. Je suis complètement démoli. Et là, donc, elle est partie. Je lui ai demandé de partir le 30 janvier de l'appartement. Et là, on est en divorce. Et puis, ça se passe aussi très mal. Parce que la justice ne reconnaît, mais alors absolument, mais je dis bien absolument rien. Elle ne prend aucun compte de ma situation. Et là, je suis isolé parce que j'ai toute ma famille, mes familles qui sont à l'autre bout de la France. Oui. Si vous voulez, parce que là, l'émission touche à sa fin, Claude. Si vous voulez qu'on en reparle peut-être plus longuement, puisque je sens que vous êtes dans une situation compliquée du fait de cette séparation, vous me rappelez à ce moment-là et on en parle en prenant plus le temps, d'accord ? Donc on se rappelle et on en parle à l'antenne. Ne raccrochez pas, vous allez voir avec Paul, d'accord ? Bonne nuit à vous. Faites de jolis rêves.